Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du Forum Changer d'air, une émission grand format. Vous en avez pris l'habitude, le rythme, vous les regardez en replay, vous les écoutez en podcast. Bref, le Forum Changer d'air, c'est toute l'année. Car vous le savez, le 12 juin prochain, sur le thème de la conquête, nous allons nous réunir, que ce soit en direct sur tous les réseaux, sur toutes les plateformes habituelles, et aussi bien sûr à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. La conquête, le thème qui nous réunira tous le 12 juin prochain. Voilà, au moins je démarre par le message fort, votre rendez-vous que vous avez bien noté évidemment dans votre agenda. Vous le savez, en marge du Forum Changer d'air, le grand événement de Changer d'air, la marque Changer d'air, toute l'année, il y a des émissions qui interrogent et qui informent tout au long de l'année sur les grands défis de la modernité et les effets sociétaux des mutations engendrées par la société. Depuis le mois de septembre, vous nous avez vu faire des émissions de dialogue, des dialogues empathiques, des débats empathiques, et des émissions avec des plateaux un petit peu différents. Nous en avons fait un au Palais de la Découverte la semaine dernière et vous pouvez évidemment le savourer à nouveau sur les plateformes. Cette émission a été réalisée avec le soutien de notre partenaire, le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne. Merci beaucoup. Cette émission grand format proposée et produite par Véronique Angers-Le-Fribert, la fondatrice et la présidente du Forum Changer d'air. Elle est co-animée avec l'agence Triple C et réalisée grâce au talent de l'équipe de la JD Carré. Cette émission a été réalisée également avec le soutien de Biotix, les dialogues stratégiques et du lien et du sens. Ce soir, Véronique Angers-Le-Fribert nous propose de nous poser sur un thème fort, un thème fondamental, la biodiversité, le biomimétisme. Le thème biomimétisme, bio-inspiration à la conquête d'une nouvelle alliance avec la nature. Notre parrain, Joël de Ronet, sera parmi nous. Nous avons également un grand témoin, Yves Parlier. Mais avant de lancer cette discussion, nous accueillons Michel Venac, maire de Biarritz, qui nous fait l'honneur d'ouvrir cette soirée et de nous accueillir ici, à la Cité de l'Océan. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes ici dans cette Cité de l'Océan qui, en réalité, je veux le dire en deux mots avant d'en venir au sujet, cette Cité de l'Océan est un totem. C'est-à-dire, c'est un bâtiment et un contenu qui signifie que la ville de Biarritz, et au-delà de la ville de Biarritz, toute la côte aquitaine, parce que nous sommes relayés à la région Nouvelle-Aquitaine, à la communauté d'agglomération Pays Basque, s'engage dans la filière océan. S'engager dans la filière océan, ça veut dire s'engager dans l'économie bleue, ça veut dire s'engager dans une démarche qui est à la fois scientifique, écologique, économique, humaine, tout simplement, et que nous nous y engageons avec une très grande détermination. Et ce soir, nous allons parler d'un sujet qui est un sujet qui illustre cette volonté. Le sujet du biomimétisme et du biomimétisme marin, puisque c'est de ça dont on parlera ici, ce sujet est venu, je dirais, par la rencontre un peu fortuite, il y a 2 ans, de la directrice du CEBIOS. Le CEBIOS, c'est le Centre d'excellence européen du biomimétisme qui est situé à Senlis. Et nous avons rencontré, avec la région Nouvelle-Aquitaine, nous avons rencontré les responsables du CEBIOS qui sont venus, qui ont dit « mais il y a une question qui est formidable que vous devriez traiter, c'est la question du biomimétisme marin ». C'est-à-dire comment le biomimétisme, vous savez ce que c'est? Ça veut dire c'est comment la nature peut arriver à inspirer à l'homme des solutions pour les problèmes qu'il rencontre. Parce que la nature est très habile à trouver des solutions aux problèmes qu'elle rencontre, elle. Et beaucoup de ces problèmes, effectivement, sont comparables à ceux que nous pouvons nous-mêmes rencontrer. Et donc la nature est une inspiratrice intelligente des difficultés ou des problèmes que nous pouvons rencontrer. Donc on s'est lancé dans cette affaire. Et ce que je veux vous dire, c'est que très proche de cette Cité de l'Océan, de l'autre côté de la rue, nous sommes en train de préparer l'installation d'un centre de biomimétisme marin, c'est-à-dire d'un bâtiment qui lui-même sera un bâtiment biomimétique, c'est-à-dire qu'il y aura des caractéristiques particulières, et ce bâtiment sera consacré au biomimétisme marin. Il recevra à la fois une activité académique, avec une chaire consacrée au biomimétisme marin. D'ailleurs, je pense que tout à l'heure,
l'universitaire qui s'en occupe interviendra dans la soirée. Il contiendra également des start-up, des entreprises, donc ça ne sera pas un lieu académique seulement, mais ça sera également un lieu économique qui travaille sur ces sujets. Et donc nous aurons là, dans un bâtiment biomimétique, des chercheurs de la matière grise et en même temps des opérateurs économiques qui travailleront sur l'ensemble de ces sujets. Donc nous nous lançons avec la communauté d'agglomération Pays Basque, avec la Nouvelle-Aquitaine, nous nous lançons résolument sur ces questions-là pour véritablement que nous prenions une place importante sur cette filière océan. Alors je veux saluer ce soir ceux qui vont être les animateurs. Joël de Ronet, qui lui, ici, est chez lui à Biarritz depuis longtemps. Joël, hein, voilà, tu es chez toi. Je voyais, si tu le permets, encore un bouquin qui vient sortir, René Béguet, je ne sais pas si tu l'as vu, où tu fais une grimace absolument spectaculaire. Je voulais l'amener pour montrer, mais non, je n'ai pas osé quand même. Hein, voilà. Yves Parlier, qui est chez lui ici également. Et puis saluer Jean-Paul Mazoyer aussi, qui joue un rôle important dans l'organisation de cette soirée. Donc moi, je vous souhaite une soirée très agréable, elle le sera, et vive le biomimétisme marin. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur le maire. Pour introduire ce thème et pour lancer cette soirée, je vais demander à Joël de Ronet de rejoindre la scène du côté qu'il veut. Du côté qu'il veut, mais vous allez être sur cette partie de la scène. Joël de Ronet est le parrain du Forum Changer d'air, le conseiller de la présidence d'Universcience, président exécutif de Biotics International. S'il y a un livre que vous devez lire cette année, c'est La Symphonie du vivant. Comment l'épigénétique va changer votre vie, aux éditions des Liens qui libèrent. Il faut vraiment le lire. Et j'appelle pour discuter avec vous pendant un petit quart d'heure Jean-Paul Mazoyer, président du Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, partenaire de cette émission Changer d'air, grand format. Messieurs, la scène est à vous pendant un quart d'heure. Ok, merci, ça marche. Oui. Merci Éloi, merci Michel pour cet accueil formidable. Moi, ça me fascine le biomimétisme depuis très longtemps parce que c'est à la fois matériel et conceptuel. Matériel parce que grâce au biomimétisme, on peut copier la nature, comme le disait Michel tout à l'heure, et fabriquer des produits industriels. Mais c'est aussi conceptuel parce qu'on peut s'inspirer de la nature, de la complexité des systèmes vivants pour l'appliquer à des villes. Les urbanistes utilisent le concept biologique pour penser comment les interdépendances, l'évolution d'un système complexe peut être appliquée à l'urbanisme, à la ville. Donc c'est ça qui est fascinant dans le biomimétisme, c'est le côté matériel et le côté conceptuel. Moi, ça me fascine depuis longtemps et comme M. Jourdain, je fais sans doute du biomimétisme sans trop le savoir dans des bouquins que j'ai écrits, d'abord sur l'origine de la vie. Pourquoi j'ai écrit un livre sur l'origine de la vie? Parce que c'est pour mieux comprendre la complexité du vivant, le biomimétisme, mieux traiter les maladies, mieux traiter le vieillissement. Ensuite, j'ai écrit un autre livre qui s'appelait « Et l'homme créa la vie » sur la biologie de synthèse. Comment on peut fabriquer le vivant à partir des éléments constitutifs pour mieux comprendre les maladies, pour mieux comprendre l'évolution, réduire, comme je le disais, encore le vieillissement. Donc, à la fois matériel et conceptuel, le biomimétisme nous entraîne très loin. Et c'est pourquoi je suis très heureux de me trouver ici pour parler avec Jean-Paul Mazoyer et en discutant avec vous et avec Yves Parlier tout à l'heure sur ces différents sujets. Je voudrais rendre hommage à 3 personnes qui jouent un rôle et qui ont compris de manière visionnaire l'importance du biomimétisme. La première, c'est l'organisatrice de ce Forum Changer d'air, qui est Véronique Anger, qui en octobre 2011 a interviewé Daniel Nocera du MIT, le pionnier de la photosynthèse artificielle. Si ce n'est pas du biomimétisme, ça, expliquez-moi ce que c'est. La photosynthèse artificielle, c'est probablement la révolution qui va changer l'humanité dans les années à venir, c'est-à-dire fabriquer avec l'énergie solaire et des produits biomimétiques qui ressemblent à la feuille, à la chlorophylle, de l'énergie et des aliments dont l'humanité aura besoin. C'est un relais de la diminution des ressources, comme les ressources pétrolières qui vont diminuer de plus en plus. Avec la photosynthèse artificielle, c'est un tremplin fantastique pour le futur. Merci Véronique d'avoir pensé à cette interview dès octobre 2011. Ensuite, l'autre visionnaire du biomimétisme, c'est Jean-Paul Mazoyer. D'une certaine manière, il ne s'en rend pas trop compte, mais il est en train de créer à Biarritz un lieu qui est un village de la connaissance, une sorte de réseau neuronal humain
pour faire en sorte qu'on émerge par le partage des informations une forme d'intelligence collective ou collaborative à l'échelle de la région pour promouvoir les initiatives, les innovations et à l'échelle même de l'Europe. C'est le premier centre que je connais qui va se construire à Biarritz sur ce thème. Donc ça, c'est absolument fondamental. Et la troisième personne que je voudrais féliciter, c'est Michel Venac, d'avoir eu l'idée par le CBIOS qu'il a visité, de construire à côté d'ici un centre marin de biomimétisme. Donc ces trois personnes sont essentielles à la réalisation de ce soir. Et c'est pourquoi moi j'ai grand plaisir de pouvoir parler ensuite avec Yves Parlier, qui est l'utilisateur biomimétique des avantages de la nature, puisque le vent, le glissement des coques, qui se fonde aussi sur beaucoup d'inspiration de la peau de requin et de la peau de dauphin. Il y a eu des grands progrès faits sur l'étude du glissement, ce qu'on appelle la tribologie. C'est un grand nom, hein, c'est la science des frottements, en ski aussi. La tribologie, c'est la science des frottements, c'est biomimétique, c'est grâce à la peau du requin, la peau du dauphin, qui a inspiré les constructeurs de coques de bateaux pour glisser plus vite. Donc vous voyez, tout ceci est relié. Vous comprenez que le biomimétisme, c'est un thème fédérateur. Et quoi de mieux que la Cité de l'Océan à Biarritz pouvait fédérer tous ces thèmes et toutes ces idées. Donc voilà, la parole est tout à l'heure à notre débat, mais je crois que Jean-Paul va dire un petit mot avant et je vous quitte pour te retrouver tout à l'heure. Merci beaucoup, Joël. Je pense qu'on peut l'applaudir. La semaine dernière, je disais au président du département des Pyrénées-Atlantiques qu'il y avait ce soir une conférence autour du biomimétisme et que j'avais la chance, avec Michel Venac, Yves Parlier et Joël de Ronet, d'intervenir. Et il m'a répondu « Mais vous y connaissez quelque chose, vous, en biomimétisme ?» Je lui ai dit « Non, rien, absolument rien. » Mais j'ai la chance, effectivement, de côtoyer Joël sur ce magnifique projet que nous faisons ensemble à Biarritz avec Michel Venac, pour la création d'un centre de partage de la connaissance et un lieu qui va favoriser la création de richesses par ce partage de la connaissance. Faire en sorte que les entreprises, les acteurs économiques de notre territoire trouvent dans ce lieu à la fois l'accès à la connaissance, le partage de la connaissance autour d'étudiants, autour de travailleurs indépendants, autour de grandes entreprises, et puis trouvent également tout l'écosystème qui favorise le développement de nos startups. J'ai la chance d'intervenir la semaine dernière à Vivatech, à Paris, qui est le CES parisien, en quelque sorte, et pour justement aider 5 startups de notre territoire, que Michel Venac connaît très très bien, celle de Pragma Industrie, par exemple, avec ses vélos à hydrogène, qui va d'ailleurs, je crois, équiper le G7. Donc de très très belles histoires de notre territoire. Nous, on est une banque régionale mutualiste. Ça veut dire, en 3 mots simplement, ça veut dire qu'on est là pour aider à préparer le futur. Une banque, c'est ça, ça aide à préparer l'avenir. Régional, ça veut dire qu'on est sur notre territoire, on vit sur le territoire. On n'est pas là pour faire des opérations de marché à l'extérieur, à l'étranger. Nous, on est collé au territoire depuis 130 ans. Et mutualiste, c'est très important, ça veut dire qu'on ne distribue pas nos résultats, ou quasiment pas. Nos résultats, ils sont capitalisés, mis en réserve. Le résultat n'est donc pas la finalité, mais un moyen. Et la finalité d'une banque régionale comme le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, c'est le développement du territoire, c'est le développement des acteurs économiques. Alors notre rôle ce soir, c'est de rendre possible ces débats, ces échanges, ce partage de la connaissance qu'on a évoqué, faire en sorte que les acteurs de notre territoire puissent se retrouver sur un thème comme celui du biomimétisme et puissent justement échanger, s'enrichir. Et ce que je souhaite pour cette soirée, c'est qu'on sorte tous, évidemment, j'en suis convaincu, un tout petit peu plus intelligents parce qu'on aura partagé un petit peu de connaissances. Voilà, merci beaucoup. Merci messieurs. Merci beaucoup monsieur Mazoyer, Jean-Paul Mazoyer, président du Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, partenaire de cette émission grand format du Forum Changer d'air. Joël, je vous invite à prendre place au centre de la scène et nous allons accueillir notre grand témoin. Et notre grand témoin, Yves Parlier, qui va monter par où il veut. Alors là, centre, droite, gauche. Vainqueur de nombreuses grandes courses, dont la Transat anglaise, la Route du Café, la Route du Rhum, Transat Jacques Vabre, Route de l'Or, Course de l'Europe. Ingénieur en matériaux composites, skipper visionnaire passionné de sport extrême, il met ses passions au service de projets révolutionnaires, avec Beyond the Sea notamment, où les sciences, les industries, les technologies, les innovations riment avec rêve, liberté, nature, respect des hommes et de l'environnement. Et il est l'auteur de Robinson des mers chez Robert Laffont. Et je rappelle que Joël de Ronet est toujours, depuis tout à l'heure, il est toujours le conseiller de la présidence d'Universcience, président exécutif de Biotics International. Et il faut toujours que vous notiez dans vos tablettes que La Symphonie du Vivant est un livre qu'il faut lire impérativement cette année. Messieurs, vous avez 35 minutes. La scène est à vous pour un débat empathique.
Alors, je commence tout de suite en lançant Yves sur ce qu'il est. C'est-à-dire, pour moi, Yves est un innovateur, un compétiteur et un explorateur. Ces trois mots sont très importants pour moi. Innovateur en bateau, innovateur en voile, utilisant des cerfs-volants, un bateau qui s'appelle l'hydraplaneur, dont il nous parlera beaucoup plus tout à l'heure, et un explorateur. Et innovateur, compétiteur, explorateur, ça me rappelle quelqu'un. Et Yves, Je vois de qui tu parles. voilà. Je vois C'est mon que tu frère parles. Arnaud de René, qui était innovateur, explorateur, hyper compétiteur, et qui a disparu malheureusement en 84 entre la Chine et Taïwan en faisant une traversée en planche à voile. On n'a jamais rien retrouvé, ni la planche, ni la voile, ni lui. On a cherché pendant 4 ans, on n'a jamais retrouvé. Donc, en fait, Yves, c'est pas la succession, parce que je ne sais pas quel âge aurait Arnaud aujourd'hui, je crois qu'il aurait 72 ans, 71 ans. Donc Yves, beaucoup plus jeune évidemment, n'a pas pris le relais d'Arnaud, je ne peux pas dire ça comme ça, mais c'est la même approche de la vie et la même approche de la mer. Et quelle est ta réaction à ça? Comment tu vois déjà, ce qualificatif? on parle de bio-inspiration. En tous les cas, Arnaud a été très inspirant pour moi. Donc, on a environ 13 ans d'écart. Et donc, j'ai forgé, je dirais, moi, ma passion dans ma tendre enfance et mon adolescence où je n'étais pas au bord de la mer. Donc, principalement en regardant mes aînés. Et évidemment, j'ai été très impressionné. Dans les années 72, la planche à voile est arrivée. Pour nous, c'était quelque chose d'extraordinaire, d'arriver à naviguer comme ça en tenant le vent presque à bout de bras. Et j'ai été très impressionné, moi, par tous les aventuriers, que ce soit les alpinistes et les marins. C'est comme ça que moi, à 12 ans, j'ai décidé de faire le tour du monde en lisant le livre des Damiens, qui était l'histoire de 2 jeunes garçons qui sont partis pendant 5 ans autour du monde sur un bateau qui s'appelait Damien. Mais effectivement, ça a fait partie, moi, de cette passion qui est née de la mer, des bateaux, d'aller vers des espaces vierges et en fait, utiliser quelque part son intelligence pour développer une certaine technologie, un certain savoir-faire pour arriver à découvrir des choses nouvelles. Ça a été même tout petit, j'ai découvert comment grimper dans des arbres immenses en prenant un petit arbre pour attraper la première branche. J'habitais juste à côté d'un bois. Et alors le premier jour où j'ai réussi à monter en haut d'un arbre immense, ça a été une révélation pour moi. J'ai vu toute la canopée de la forêt que je connaissais par-dessous. C'était vraiment un monde nouveau et je me suis dit, t'es le seul à voir ça. C'était bien avant le radeau des cimes. Quand il y a eu le radeau des cimes, pour moi, la canopée, je l'avais déjà vue quand j'étais petit. Et après, sur le bateau, ça a été pareil. Je me suis dit, il faut développer des choses pour pouvoir découvrir des nouvelles choses. Et c'est là où tu as développé toute une série de moyens pour naviguer, des nouvelles coques de bateau, des cerfs-volants, etc. Mais j'aimerais t'interroger sur la crainte, le risque et la peur. Parce que Arnaud était absolument imperméable à la peur et au risque. On lui disait, mais attends, tu ne vas pas faire ça, c'est dangereux. Ben, je vais y arriver, je suis bien préparé. Et moi, Tessier disait d'Arnaud, il est incroyablement préparé. Il est professionnellement toujours avec tous les meilleurs outils, les meilleures applications, les meilleurs entraînements. Toi, en traversant 3 fois, faisant le tour du monde, 3 fois le tour du monde, tu as dû être confronté à des risques terribles, même à une peur de chavirer. Tu t'es retourné, je crois. Non, raconte-nous la peur. Alors, c'est vrai que moi, Arnaud représente effectivement une prise de risque énorme, en tous les cas quand je l'ai vécu en direct en tant qu'adolescent. Mais en fait, il était en fait très très en avance sur la pratique de ce sport, sur quelque part la technique, les différentes techniques, et puis les techniques de survie, les techniques de repos.
il avait travaillé tout ça. Et en fait, moi, je me suis aperçu, donc, dans ma carrière, avec un peu de recul, que la première course transatlantique que j'ai faite en solitaire, j'ai eu conscience que j'avais pris des risques inconsidérés. J'ai eu dans la première étape donc un trou noir complètement entre le moment où je me suis endormi sans m'en apercevoir au rappel d'un côté. Je me suis réveillé 4 heures plus tard, le bateau était couché et j'étais... Le mât en dessous? Non, 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 quand même pas, mais je voyais les remous de la quille. Enfin bref, après coup, je me suis dit, Yves, là, tu es vraiment presque un rescapé. Et donc après, j'ai beaucoup travaillé justement sur cette notion de risque. Il faut savoir que quand on est debout sur un bateau, si je suis sur mon bateau, là, ici, en solitaire, je me balade, il y a l'eau qui est là, eh bien, il y aurait 10 000 mètres de vide avec des lions en dessous, ça serait exactement pareil. Alors qu'on n'a pas du tout cette sensation de peur. S'il y avait ne serait-ce que 100 mètres de vide, je ferais comme ça, quoi. Et ça, c'est le danger du bateau. On se sent invulnérable, et encore plus en course, parce que là, vous êtes dopé. Et le danger est là. Est-ce que tu t'attachais? Alors, je m'attachais selon les conditions. Et le parallèle, vous voyez des gens, je ne sais pas si vous avez vu on ne dit même pas alpiniste, ce grimpeur américain qui vient d'ouvrir une voie en solo total dans le Yosemite El Capitan. Là, je vous invite à regarder ça. Et c'est des gens qui grimpent sans corde sur des parois qui font 800 mètres et qui sont même encordées, hyper difficiles à faire. Et en fait, ils maîtrisent totalement leur art. Ils préparent la chose, ils connaissent tous les pas d'escalade, ils savent gérer leur stress, ils savent quelle est leur limite. Et quand ils sont prêts, ça peut mettre plusieurs années, ils sont capables de se lancer. Alors raconte-moi un truc qui t'a vraiment fait peur. Par exemple, une vague. Et ensuite, parle-moi de l'hydroplaneur et du cerf-volant. Alors, des choses qui m'ont vraiment fait peur, je ne sais pas, des vagues, des très grosses vagues, on ne s'en rend pas compte. Une fois, dans l'océan Indien, alors je crois que c'était mon premier tour du monde avec Aquitaine Innovation. J'étais dans l'océan Indien, il y avait vraiment une très très grosse tempête. Et vous savez, c'est ce bateau qui avait 2 tangons, parce que le mât était Maël, et on avait mis 2 caméras comme ça. Et donc, j'ai les vues de la caméra. Et donc, j'ai déjà totalement affalé la grand voile. Et on voit la coque du bateau. On me voit aller à l'avant pour affaler la trinquette, qui était la seule voile qui me restait. Et donc, j'affale la trinquette. Le bateau plane. Alors, moi qui connais le bateau, c'est-à-dire que le bateau, il continue à sec de toile. Il est à plus de 20 nœuds au planning. Et là, derrière moi, je ne la vois pas. Enfin, dans le champ, en fait, elle est sur le côté du bateau, mais dans le champ, on voit une vague, mais énorme, une déferlante énorme. Il faut savoir que les vagues en mer, ça n'a rien de dangereux, sauf si elles déferlent, quoi, hein. Il peut y avoir des vagues de 30 mètres, votre bateau, il monte, il descend. Mais par contre, si vous prenez une déferlante sur le côté, ça, c'est très, très... Voilà. Donc là, elle a cassé, je dirais, juste à 20 mètres derrière le bateau. Et donc c'est assez impressionnant. Tu es tombé? Non, pas du tout, parce que je m'en suis pas rendu compte. C'est après en regardant le film, quoi. La caméra n'était pas trop mouillée, alors. Voilà. Par contre, je me suis fait parfois peur. Une fois, je suis tombé d'un bateau. Heureusement, c'était en équipage. C'était avec Laurent Bourgnon sur son trimaran avec lequel il a gagné 2 fois la Route du Rhum. Et j'ai été récupéré, ça c'est bon à savoir si jamais vous tombez à l'eau. Donc on était en plein jour, et ben ils ne me voyaient pas, mais ils ont vu mes bandes rétrofléchissantes de la manche de ciré. De la combinaison de survie que tu avais? Non, c'était purement un ciré classique, mais vous savez, il y a ces petits velcro, Oui. et cousu dessus une bande rétrofléchissante. Est-ce que vous avez des airbags comme les surfeurs en ont maintenant? Est-ce que ça existe? Est-ce que vous attachez? Est-ce que vous avez des airbags? Alors,
En équipage, on a des harnais qui ont des petites cellules, des petites bouteilles d'air comprimé, des petites pastilles de sel. Donc si on tombe à l'eau, ça va se gonfler. Si vous êtes en solitaire, vous n'avez pas ça parce que de toute façon, il ne faut pas tomber. Si vous tombez, il faut être attaché parce que bon, ça ne fait que prolonger votre survie de quelques heures, mais ce n'est pas à la nage que vous allez rentrer à bon port. Comment s'appelle cette grande navigatrice qui est tombée à l'eau avec son téléphone étanche et qui a pu appeler son frère? Je crois que c'est Florence Artaud. Florence Artaud. Elle est tombée à l'eau. Elle est tombée à l'eau au gardé large son- du Cap Corse. Je crois qu'elle faisait pipi. Oui, Et ça exactement. arrive souvent. Il y a beaucoup de marins qu'on retrouve la braguette ouverte. Et donc, heureusement, elle avait son téléphone étanche. Alors, je Étanche. crois que c'est sa maman qu'elle a appelée, mais enfin bon. Voilà. Elle a été sauvée et la pauvre, elle a eu un accident d'hélicoptère et elle est Oui, un peu disparue. après. Ça, c'est très triste. Alors j'ai parlé à pas mal de navigateurs comme toi qui disent on ne s'attache pas, ça ne se fait pas. Alors dans les trimarans, dans les catamarans, il y a une toile, on peut passer Un d'une coque à trampoline, l'autre, une espèce de trampoline, mais ça glisse. Ce truc-là, c'est vraiment casse-gueule. Comment vous faites? Alors vous non, allez- c'est-à-dire que notre génération, on a commencé à vraiment s'attacher. Ah On oui. sait que Éric Tabarly, donc du temps des Pendwick, avait une formule. Quelqu'un qui tombe à l'eau, il n'a pas sa place à bord. Mais Éric est vraiment revenu là-dessus. Nous, on a fait 2 courses, le Fastnet et la Transat Jacques Vabre. On a gagné ces 2 courses, dont la Jacques Vabre en double. Et sur Aquitaine Innovation, Éric s'attachait. Et les bateaux sont devenus tellement exigeants, tellement rapides, avec des mouvements brusques. Aujourd'hui, les gens s'attachent très souvent. Le matériel a fait des progrès, on a des harnais intégrés. Donc oui, il y a quand même aujourd'hui, bien sûr, les gens s'attachent. Alors c'est vrai que sur un multicoque, il y a une très grande surface. Et un multicoque qui va sous pilote automatique, il a une certaine stabilité en cap. Si vous regardez un bateau de régate, si vous regardez les bateaux de la Coupe de l'Amérique, vous voyez des gars qui traversent dans l'empannage et puis il y en a qui continuent tout droit. Alors dans la Coupe América, j'ai vu qu'il y avait de plus en plus de navigants qui avaient des casques maintenant. Est-ce qu'on risque toujours avec la baume ou autre chose de prendre des coups sur la tête? Alors, les bateaux de la Coupe de l'Amérique, vous avez vu que dernièrement, c'était des multicoques à foil. Donc, c'est effectivement des bateaux qui vont être capables de planter. Et donc, l'équipage peut être projeté soit sur le côté, et donc tomber sur le mât, par exemple. Donc là, ils ont tout intérêt à avoir des casques. Les bateaux vont tellement vite et il y a donc le vent apparent qui fait qu'ils sont équipés de radios, ils ont des écouteurs et ils ont un petit micro. Donc tout ça, c'est intégré dans le casque. Et ils ont tout un tas de protections parce qu'effectivement, ils peuvent avoir des chocs importants. C'est marrant que tu dises que c'est intégré dans le casque, parce que moi je pousse les fabricants de casques australiens qu'on utilise pour le surf, qui s'appelle GATT, à intégrer un micro et un écouteur dans le casque pour qu'on puisse parler aux autres surfeurs. Laisse-moi la priorité, attention, tu es devant moi. On s'engueule un peu trop en surf, ça n'arrangerait pas beaucoup les choses. Parle-nous un peu de ton cerf-volant. Alors, déjà, pour replacer par rapport au débat, je crois que c'est important de le dire, je crois que la nature, quand on est comme moi passionné de bateaux, c'est une inspiration complète. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas plus efficace qu'un poisson à nager dans l'eau au niveau hydrodynamique. Il y a des poissons comme les thons qui ont des performances incroyables. Si vous regardez à quoi ressemble la carène d'un bateau aujourd'hui, que ce soit un cargo, que ce soit un sous-marin, je suis désolé, la nature est encore vraiment beaucoup d'années d'avance sur l'homme. Regardez ce qu'est une hélice par rapport à ce qu'est une queue de poisson, sachant que si vous regardez les oiseaux par rapport à ce qu'est un Airbus, c'est quand même beaucoup plus joli. En fait, ce qui est joli à l'œil, on sent bien que ça glisse bien dans l'œil.
dans l'air, eh bien, vous le trouvez dans la nature, vous avez beaucoup plus de mal à le trouver sur des créations humaines encore aujourd'hui. Pour imaginer un bateau nouveau, eh bien, comment on peut essayer de créer des choses nouvelles? C'est à un moment donné se dire je suis quelque part un oiseau pour essayer de sentir ça, je suis mon aile, ma voile, et donc comment je reçois le vent, je suis ma coque, comment je fends l'eau, et si j'étais un poisson, comment je ferais, et puis au contraire, si j'étais l'eau, comment je passerais de chaque côté du poisson, donc de chaque côté de mon bateau, comment les écoulements d'eau vont se passer, et on voit bien que si on réfléchit, si on se dit on est une molécule d'air, si on arrive sur un oiseau, on voit bien que ça va bien se passer. Si on arrive sur un Airbus, il y a quand même des coins, des trucs. Au début, c'est comme ça, puis après, c'est un cylindre. Et pour un exemple aussi, mais ça, je pense que c'est vraiment, là, il faut faire une recherche. Pour les kites, donc les cerfs-volants, mais plus inspirés aujourd'hui des kitesurf. Nous, on travaille sur des surfaces énormes parce qu'on imagine pouvoir tracter les bateaux de demain. Et donc, pour déployer ces ailes, donc elles ont des structures gonflables, et on a regardé dans la nature, et vous avez tout un tas d'insectes, notamment les coléoptères. Par exemple, prenez les coccinelles. Vous savez que les coccinelles, elles ont deux grosses coquilles rigides comme ça, qu'elles vont ouvrir, et à l'intérieur est replié des ailes. Et elle envoie du sang sous pression dans des tuyaux, plouf, et ça déploie les ailes, et hop, elle peut décoller. Et les ailes, elles sont beaucoup plus grandes que la boîte dans laquelle ça va rentrer. Alors, puisque tu parlais des oiseaux, je voudrais citer le cas de biomimétisme du martin-pêcheur. Les Japonais s'intéressent beaucoup au fait que dans leur Shinkansen, qui est leur TGV japonais, quand ils rentrent dans un tunnel, avec la vitesse, ça crée un effet de choc, un effet d'une onde d'air et de bruit. Et ils ont regardé comment plonge le martin-pêcheur, et le martin-pêcheur arrive à plonger sans éclaboussure, sans faire une seule goutte d'eau, par son aérodynamisme, la forme de son corps. Donc ils se sont inspirés de l'aérodynamisme du martin-pêcheur pour dessiner la surface du train, de manière à ce qu'il puisse rentrer dans les tunnels sans faire trop de bruit et sans perdre de l'énergie. Donc voilà une application du biomimétisme d'un oiseau vers un train. C'est quand même assez extraordinaire, mais ça a existé, c'est pratique, c'est maintenant. Mais bien sûr, en fait, quand on veut dessiner quelque chose, on a exactement à peu près 1/1000 des problèmes de la nature pour faire quelque chose. C'est-à-dire que la nature, imaginez s'il fallait dessiner une mouche qui est capable de se reproduire, de se nourrir, de voler dans tous les sens, arrière, avant et tout ça, avec une seule aile, une seule paire d'ailes, hein, et d'arriver sur, imaginez une piste d'atterrissage, vous habitez au 3e étage, vous arrivez comme ça, clac, vous vous collez au plafond, et tac, vous êtes arrivé chez vous. C'est pas mal ça. Hein. Et puis à fond les caisses. Hein. Paf. Alors Là, les problèmes de parking, ça serait résolu. Quoi. Oui, complètement. Alors pour Demandez à un ingénieur, là, il a du boulot avant d'y arriver. On va dire ça à Bernard Etchepare, il va sûrement trouver une solution. Donc en parlant des cerfs-volants, j'étais récemment avec Günther Pauli, qui est un visionnaire, inventeur extraordinaire, me parler des cerfs-volants éoliennes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une éolienne de 2 MW, une énorme tour avec une énorme hélice, qui fait du bruit aussi quand on est proche d'elle, et qui est compliqué puisqu'on ne peut pas l'enlever, c'est inscrit dans le sol, les gens discutent sur le côté esthétique. Et il m'a parlé de cerfs-volants éoliens, c'est-à-dire des cerfs-volants de 40 mètres carrés qu'on lance, qui sont maintenus par des câbles d'acier à une boîte qui est fixée dans le sol et qui est pilotée par l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, de manière robotique, le robot va orienter le cerf-volant à double commande d'un côté et de l'autre, et quand il est extrêmement à droite ou à gauche, le cerf-volant tire sur la corde centrale et produit de l'électricité. Donc le cerf-volant va servir non seulement à traîner des bateaux. Je signale au passage encore une petite fleur à mon frère Arnaud Dronet, c'est lui qui a inventé le kitesurf. Puisque quand il s'est fait remorquer sur sa planche avec un sac de couchage, quand il a fait sa traversée dans le Pacifique, il avait un cerf-volant. La nuit, il avait un cerf-volant. La nuit, il avait un cerf-volant.
s'en souvient, il a C'était été très, voir très à la précurseur. NASA. La NASA lui avait construit un cerf-volant gonflable qui lui servait à naviguer. Donc le cerf-volant a un avenir formidable, non seulement pour tirer les bateaux comme tu veux le faire, mais aussi comme éolienne. Absolument, c'est-à-dire que ce voilier qu'on peut dire qui est dans les airs, qui est le cerf-volant, le kite, à partir du moment où il tient avec une corde attachée sur un point fixe, il a sa propre vitesse. Et certains savent que la force aérodynamique varie avec le carré de la vitesse. Par exemple, un planeur de compétition, si vous lui soufflez comme ça sous les ailes un vent de 1 km/h, il est capable de voler à l'horizontale. S'il a une finesse de 70, comme ça, il est capable de voler à 70 km/h et d'aller à l'horizontale. S'il n'y a pas de vent, il va partir de 1 km d'altitude, comme ça, puis il va descendre, il va se poser à 70 km. Et si ça, vous le basculez comme ça sur le pont d'un bateau à l'horizontale, sur le bateau, vous avez 1 km/h de vent. Eh bien, vous accrochez le planeur au bout d'une ficelle, il vole à 70 km/h, et donc la force aérodynamique qu'il va générer, ça va être celle qui serait s'il était fixe sur le bateau, multipliée par le carré de sa finesse, 70 fois 70, ça fait 4900 fois. Il va tirer le bateau 4900 fois que s'il était boulonné sur le pont du bateau. Sans compter que si on met un peu la ficelle vers le haut, il va aller chercher du vent plus fort. En moyenne, par exemple, il y a 11 nœuds de vent, ça fait 20 km/h de moyenne sur les océans, sur toute la planète. Si vous allez chercher le vent à 200 mètres, vous avez 16 nœuds de vent en moyenne à 200 mètres d'altitude. Et donc, si vous avez un kite extrêmement performant, eh bien, vous n'avez aucun problème pour tracter des navires de plus de 100 000 tonnes. Il suffit pour tracter un bateau de 100 000 tonnes à 18 nœuds, c'est-à-dire à 30 km/h, c'est la vitesse de croisière où vont ces bateaux-là, il vous suffit de 100 tonnes de traction, 1 pour 1000, ce qui n'est pas énorme. C'est pour ça que 90% de toutes nos marchandises passent par la mer, 90%, c'est-à-dire si vous mettez le train, les camions, les vélos, les voitures, les gars qui portent les trucs sur le dos, c'est 10%, le reste, c'est les bateaux. Imaginez qu'un porte-container, il correspond à un train de 500 km de long. Il correspond à une file de camions de 6000 camions pour un de taille moyenne et 11 000 camions pour les plus gros aujourd'hui. Donc, ça coûte très peu cher en énergie. Ça pollue beaucoup, mais parce que ça emporte énormément de choses et surtout, on leur met du gasoil de très mauvaise qualité, très polluant. Et donc, ces bateaux-là, demain, avec la technologie qu'on développe chez Beyond the Sea, on espère pouvoir diminuer leur consommation dès qu'il y a du vent. Et petit à petit, la techno va progresser et on va économiser de plus en plus. Imaginez qu'aujourd'hui, François Gabard a fait le tour du monde en solitaire en 42 jours. Il n'y a pas un seul bateau à moteur qui permet à un homme seul de faire le tour du monde en 42 jours, et même en équipage. Donc aujourd'hui, quand on parle de s'inspirer de la nature, d'être en harmonie avec la nature, aujourd'hui, contrairement aux anciens navigateurs, on a des satellites, on connaît les systèmes météo, on sait parfaitement, et ça a été développé par le sport, calculer des routes, aller chercher les bons vents. On serait aujourd'hui, de manière scientifique, donc utiliser cette énergie formidable qui est le vent pour optimiser les routes de bateaux. Et alors là, ça me permet de rebondir, puisque les spécialistes et les gens qui sont à l'origine de ces calculs, c'est une société qui est ici, qui s'appelle Informatique et Mer, qui ont été les premiers à développer ce qu'on appelle un programme de routage, programme Maxi, et c'est devenu plus qu'une entreprise. Aujourd'hui, elles ont une dimension mondiale,
mondialement reconnu dans ce domaine-là. Et il y a énormément de bateaux qui utilisent leur logiciel. Ils se sont fait connaître d'ailleurs en orientant les bateaux les uns par rapport aux autres de manière compétitive en fonction des vents et des dépressions dans la route du Rhum et toutes ces courses. Exactement. Moi, c'est les programmes que j'ai toujours utilisés. Donc, quand j'ai commencé ma carrière en 85, ils en étaient au tout début. J'ai tout de suite sympathisé, moi, avec Brice Priseau, qui est encore un très, très, très bon copain, qui donc a inventé ces programmes, ces logiciels. Il a des concurrents aujourd'hui. Il a un peu laissé tomber le marché de la compétition, qui est vraiment un marché de niche. Mais aujourd'hui, il équipe des cargos, des bateaux de pêche, des voiliers. Alors j'ai entendu dire, je ne sais pas si c'est vrai, qu'ils travaillaient avec l'intelligence artificielle, justement, pour amplifier encore des algorithmes qui leur permettent, en fonction des dépressions et des courants, d'optimiser les conseils qu'ils donnent aux bateaux pour relâcher moins de CO2. Alors ça, je pense, tu as sûrement raison, je suis pas... Il faudra que je lui pose la question. Je t'enverrai l'info. Ok, merci. Alors, tu conçois des bateaux, l'hydraplaneur par exemple. J'ai lu récemment que dans les futures courses qui se préparent avec des grands trimarans ou catamarans, on pense mettre la cabine à l'avant. Qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que ça change par rapport à la cabine à l'arrière? Alors, je mettrais un bémol là-dessus. Donc déjà, tu es beaucoup plus au courant que moi. C'est vrai que c'est pas volontaire de ma part. J'ai pas pris de la distance par rapport à la compétition, mais c'est vrai que par mon programme Beyond the Sea, je suis un peu monofocalisé sur cette problématique parce que c'est une entreprise à faire tourner, on a un travail fou. Donc, jusqu'à maintenant, effectivement, les conceptions de bateaux ont reculé les poids pour compenser le fait que la poussée vélique qui était au centre de voilure, plus haut que la traînée, faisait que les bateaux enfournaient. Donc on a reculé les poids et puis en général les bateaux se font beaucoup arroser. Donc plus on est derrière, plus on est en principe arrosé. Et petit à petit, on a fait des cabines, notamment pour la navigation solitaire, qui se prolongent et on peut de plus en plus manœuvrer à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur comme avant. Et du coup, ça vaut le coup. En tous les cas, il y a, je crois que c'est Thomas Coville qui a fait ça. Oui. Il se passe beaucoup de choses à manœuvrer au pied de mât, et donc ça coûte des frottements, ça coûte du poids de ramener toutes les manœuvres à l'arrière, sachant que les winches et les colonnes de winch, ça fait énormément de progrès en poids. Et donc, j'imagine que c'est un choix architectural qui reste à être prouvé parce que je ne suis pas sûr que ça soit quelque chose qui soit hyper pertinent pour tous les bateaux. Alors, je voudrais t'interroger sur le sponsoring. Jean-Paul Mazoyer est là, il s'intéresse beaucoup, je pense aussi au sponsoring des grandes courses de voile. Vis-à-vis de, je ne vais pas dire de l'éthique, mais vis-à-vis de la pureté d'origine du navigateur et de la mer, comment tu vois les avantages et les inconvénients du sponsoring de toutes ces grandes courses modernes avec des étalages publicitaires sur les voiles et sur les coques? Alors là, je vais être très à l'aise pour te répondre. Déjà, si on prend beaucoup de recul, on peut dire que le vent a été la première énergie que les hommes ont réussi à dompter, mais il y a ça plusieurs dizaines de milliers d'années. Petit à petit, ils ont perfectionné la chose. Et dans les 100 dernières années, le pétrole a balayé tout ça. Toute la voile de commerce est passée grâce au pétrole. 98% de l'énergie aujourd'hui pousse les bateaux. Et donc ce savoir-faire de la marine marchande a disparu, mais il a été repris par le yachting. Les coupes de l'América, ça date de 1851. Et à un moment donné, en France, il y a eu un certain marin qui s'appelait Éric Tabarly, qui a eu des équipiers brillants,
comme Alain Colas, par exemple, qu'on peut dire c'est un des pères du sponsoring. Et la France a développé le sponsoring et qui a été interdit par le yachting, qui était un sport de nobles, où les marques étaient interdites d'être marquées. Donc c'était des propriétaires, Sir Thomas Linton, le roi d'Espagne, le roi du Danemark, les nouveaux capitalistes américains. Et les Français, pour vous dire, moi quand j'ai commencé à courir, nos courses n'étaient pas sous l'égide de la Fédération française de voile. Et la Fédération française de voile, jusque dans les années 92, ont interdit le sponsoring. Grâce au sponsoring, quand je vous disais que François Gabard a fait le tour du monde en 82 jours, dites-vous qu'à mon époque, en 85, quand j'ai commencé, pas un seul marin avait fait un tour du monde en solitaire sans escale, ça n'avait jamais été encore fait. Que quand le premier Vendée Globe a été lancé, tout le monde se demandait si quelqu'un allait y arriver. Et le premier, Titon Lamazou, a fait un exploit. Il a mis 113 jours. Voilà. Aujourd'hui, je vous parlais de 42 jours François Gabard. Ça veut dire que le savoir-faire a été porté grâce au sponsoring. Donc, merci aux marques qui ont soutenu la France. Et si vous voyez en France, il y a toute une filière. Ça commence par la Mini Transat, que j'ai gagné en 85, moi. Ça va ensuite par le Figaro Solo, j'ai gagné en 91. Ensuite, vous avez les Routes du Rhum, Transat Jacques Vabre, Transat Anglaise, Boc Transatlantique. Moi, j'ai gagné toutes ces courses-là. Et cette filière française, elle est exceptionnelle. Il y a les architectes français, c'est les meilleurs au monde. Les chantiers français, c'est les meilleurs au monde. Merci le sponsoring. Formidable, bonne réponse. Alors j'ai une dernière question pour toi. Entre vous, les grands compétiteurs qui ont fait des tours du monde, qui ont gagné des routes du Rhum, des Fabre, etc., comment vous êtes? Comme des vrais compétiteurs, comme dans un match de tennis ou d'un match de rugby, de foot, où vous avez une espèce de forme d'entraide familiale, de respect mutuel? Comment ça se passe? Alors déjà, en aucun cas, moi en tout cas, je me ressens comme un joueur de rugby ou de tennis où il faut écraser l'adversaire, puisque, comme je l'ai expliqué, le grand jeu d'une transatlantique, c'est d'aller jouer avec la nature, d'aller essayer d'aller chercher les bons vents là où ils sont. Et donc, notre partenaire, je vais dire, pour reprendre un mot du tennis, c'est la nature. Même si on a des concurrents, on n'est pas en lutte directe, puisque chacun choisit ses routes, et je suis bien placé pour vous le dire, puisque relativement régulièrement, moi j'ai réussi à gagner mes courses par mes options météo. Donc ce rapport de coureur, il est extrêmement différent. Et ensuite, forcément, en mer, vous êtes quelque part hyper vulnérable. Donc la solidarité des marins, ce n'est pas un vain mot. Moi, je me suis parfois dérouté dans le Vendée Globe pour un concurrent qui était José Ugarte, qui est juste de l'autre côté, au Pays Basque espagnol, puisqu'il est de Bilbao, qui avait déclenché sa balise de détresse, qui avait une grosse voie d'eau. D'un seul coup, pour moi, la course s'est arrêtée. J'avais qu'une idée en tête, c'était d'aller sauver ce garçon, qui avait, je crois, plus de 70 ans déjà à l'époque. Et heureusement, il a réussi à réparer son bateau. Il a réussi à étaler la voie d'eau et à voilà. Et ça m'avait, j'ai tellement été omnibulé par ça. Quand la course m'a dit non mais c'est bon, tu peux reprendre ta route, je ne savais plus ce que je devais faire. Je n'étais plus du tout en course. Il y a une course, tu as été chercher quelqu'un, tu es quand même arrivé 4e. Alors, dans le Vendée Globe, à plusieurs reprises, il n'y a pas eu un Vendée Globe où, à un moment donné, quelqu'un a disparu. Et donc, l'histoire que je vous raconte, c'est effectivement mon premier Vendée Globe, où je suis parti des Sables d'Olonne. On a
pas le droit de faire escale dans des ports et se faire aider, à part les Sables d'Olonne. Et en fait, dans le golfe de Gascogne, j'ai dématé. Je suis revenu aux Sables d'Olonne. J'ai réparé avec le fabricant de mâts, on a refabriqué un mât. Je suis parti 11 jours après les autres. J'ai remonté la flotte petit à petit jusqu'à José-Ougarté, qui était ça se passait donc dans l'océan Indien. C'est un des plus dangereux, l'océan Indien dans le Vendée Globe. Et puis j'ai continué et j'ai fini effectivement 4e. Alors je vais dire un truc un peu étrange en terminant. Moi j'ai un sentiment que quand je surfe, je partage avec l'écosystème ce que la nature m'envoie par une tempête au nord de l'Atlantique, une vague magnifique que je vais surfer. Et j'ai envie de remercier la nature et remercier l'écosystème de ce qu'il me donne. Est-ce que tu as parfois ce sentiment d'avoir le vent idéal, la mer calme, les conditions parfaites, la météo que tu as choisie, et d'avoir le sentiment que tu veux faire quelque chose pour participer au sauvetage de l'environnement, à la pollution des mers, comme remerciement à la nature? C'est évident, et puis je pense que c'est quelque chose que je partage avec beaucoup de coureurs. Nous, on a eu une énorme chance, même si on l'a, je pense, mérité, d'avoir fait plusieurs tours du monde. Et quand on est tout seul au milieu de l'océan, il y a effectivement des moments comme ça magiques où tout est équilibré, où le bateau, ça frise la perfection. Et dans ces moments-là, forcément, on se dit la nature est magique et notre planète est magique. Et contrairement à Terre, où on arrive à se situer par rapport à des points très précis, ici on est là, à Biarritz, en Nouvelle-Aquitaine, en France. Quand vous êtes quelque part sur la mer, vous savez que l'étoile polaire, le soir, vous allez la voir à telle hauteur selon votre latitude. Vous savez que vous allez voir telle constellation. Vous savez que l'anticyclone que vous contournez, il est à peu près à 3000 milles, c'est-à-dire 5000 km, et que vous êtes dans le courant du Humboldt, par exemple, qui est parti de l'équateur, ou qui va vers l'équateur plutôt. Donc vous avez complètement la dimension de la planète, quoi. Et donc cette prise de conscience, alors que sur un bateau, vous avez votre baluchon sur vous, quand vous faites le tour du monde, vous comptez les rouleaux de PQ pour savoir si à la moitié, combien il en reste, est-ce que vous en aurez jusqu'à la fin, puis surtout les bouteilles de gaz, et puis les petits 100 litres de gasoil que vous avez pris pour alimenter le groupe électrogène. Même si moi, mon deuxième tour du monde, je n'avais aucune énergie fossile. Enfin, ça, c'est un petit aparté. Et vous vous dites, sur cette Terre où on est 7 milliards, personne ne contrôle ce qui nous reste. On est une toute petite partie de l'histoire, puisque je dirais que depuis 2000 ans, on a commencé à avoir ou 10 000 ans, on va dire, avec la venue de l'agriculture, a commencé à avoir un vrai impact sur le paysage, comme on dit, les paysans. Et puis avec l'ère industrielle, un impact maintenant qui fait plus débat. Donc ça, c'est quoi? C'est quelques millimètres par rapport à l'histoire de la Terre qui aurait commencé à 10 000 km. Et donc sur cette petite frange, on se dit, là, il faudrait peut-être regarder encore sur les 1 cm plus loin, utiliser notre intelligence pour essayer donc d'améliorer notre comportement irresponsable que l'on a ici tous. Sur la Terre. Alors, et dans les mers. Alors, terminé, après tu auras un débat avec les différentes personnes qui voudront bien te poser des questions. Le sextant, la boussole et les étoiles sont remplacés maintenant par les hautes technologies. Oui. Vous avez des écrans, vous avez des cartes météo, vous avez des satellites qui vous guident, des balises Argos, des bouées en cas de détresse. Est-ce que toute cette technologie, de plus en plus prégnante, ne gâche pas un peu le côté de la pureté de la navigation que tu as connu au début? Absolument. C'est-à-dire que savoir se positionner par les étoiles et surtout par le soleil, en fait, parce que les étoiles, c'est quand même beaucoup plus difficile. Mais on utilisait donc la première course dont je vous parlais, la Mini Transat, donc ça c'était en 85. En 85,
On n'avait pas le GPS. Le GPS est plutôt arrivé dans les années 91. Et donc, le seul moyen de se positionner, c'était le sextant. Donc, le sextant, il y a deux moyens. On mesure la hauteur du Soleil, et ça, quand vous faites la méridienne, c'est-à-dire au moment où le Soleil est le plus haut, ça va vous donner votre latitude. Et puis, avec un calcul beaucoup plus compliqué, soit le matin, soit l'après-midi, vous allez mesurer la hauteur du Soleil. Et là, par rapport au temps, vous allez savoir votre longitude. Et là, c'est extrêmement précis. Alors, de mémoire, je me gourre un peu peut-être, mais je crois que 4 secondes, ça vous change d'un mille. Je me demande si ce n'est pas une seconde 4000. Enfin bon, je vous dirai ça plus tard. Je vais reprendre mes calculs. Et donc ça s'appelle la droite de hauteur. Et effectivement, dans ce cas-là, on est vraiment à se positionner. Voilà. Et puis même le long des côtes, avec le compas de relèvement, le nord, il faut savoir qu'une des grosses qualités du marin de l'époque, c'était de savoir où il est. Aujourd'hui, ça n'a plus aucun intérêt. Il suffit de... Enfin, si. C'est-à-dire que le savoir qu'on avait à l'époque, je pense que c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui pour les jeunes de l'acquérir. C'est-à-dire que rien qu'en regardant, si je suis au large là et que je vois la côte, sans beaucoup me tromper, moi je suis capable de vous dire où est-ce qu'on est sur la carte. En relevant comme ça les angles, rien qu'à l'œil. Mais avec aujourd'hui le GPS, qu'est-ce qui se passe ? On n'a plus les grandes cartes qu'on avait. On a des petits cadrans comme ça, et puis on ne sait jamais à quelle échelle on est. Et c'est comme ça que dans la course autour du monde, la Volvo Race, vous avez un équipage de 10 personnes qui a terminé sur un pâté de corail en plein milieu de l'océan Indien. Est-ce que tu as mis déjà la combinaison de survie Bibendum et sorti ton radeau ? Alors, le radeau, non. La combinaison de survie, oui. Dans mon demi-tour du monde, donc en équipage sur le trimaran Groupama 3, donc j'étais le navigateur, c'est-à-dire j'étais hors quart. Le skipper, c'était Franck Hamas. On était 10 à bord. On avait traversé l'océan Indien. On s'était fait beaucoup secouer. On a longé la Nouvelle-Zélande pour être un peu à l'abri de la houle et des vagues. D'ailleurs, le bateau est monté à 42 nœuds. On est tous montés sur le pont pour rafaler la grand voile, changer les lattes. Tout le monde est parti se coucher, sauf les 3 de quart. Il y a 3 quarts de 3, et moi, je suis hors quart. Donc moi, je vais dormir aussi, comme les 6 autres. Et je me réveille pour attaquer la navigation. Donc après cet empannage qui nous renvoyait au milieu du Pacifique. Et là, j'entends un crack énorme. Alors, tout de suite, je me précipite par la descente. En montant l'escalier de la descente, il y a un autre crack énorme. J'entends Christophe Profi qui dit on empanne. Donc, moi, à l'empannage, je vais à la Bastac. Donc, je vais à la Bastac, qui est un winch qui est sous le vent et qui tient un câble qui tient le mât. Il faut le changer à chaque empannage. Et là, j'entends un crack énorme. Et en fait, le bateau était en train de se casser. Le premier craquement, c'est le flotteur qui s'est cassé en deux entre les deux bras. Ensuite, c'est le bras avant qui s'est cassé. Puis le bras arrière s'est cassé. Donc le trimaran, il n'avait plus de flotteur. Donc instantanément, il a chaviré comme ça. Habituellement, un bateau qui chavire comme ça, il se pose sur le mât, il s'arrête sur le mât. Mais là, le mât n'était plus tenu puisque la cadène, le haubans, était dans le vide. Et donc le bateau a fait comme ça. Donc moi, je me suis retrouvé en petits sous-vêtements sous Franck Le Petrec qui m'est tombé dessus. Et on s'en est rendu compte après, mais avec la force du vent, un trimaran à l'envers, il flotte sur ses bras, il se met en travers du vent comme ça. Une coque de trimaran comme Groupama, c'est plus de 3 mètres de hauteur. Donc le bateau, il dérivait à 4 nœuds. Et donc, d'un seul coup, vous vous retrouvez sous l'eau. Il faut remonter dans le trou de la descente. Et heureusement que j'étais du côté un peu sous le vent, donc le courant
m'a ramené et j'ai réussi à rentrer à l'intérieur. Donc moi, je me suis à l'intérieur tout de suite séché et mis ma combinaison de survie et on a été récupéré par les hélicoptères néo-zélandais. Merci de nous raconter toutes ces aventures. Je vois Éloi qui arrive. On va pouvoir commencer le débat et la discussion après la diffusion vidéo. Tout à fait, merci Joël, merci beaucoup. Vous êtes passionnants, passionnés. On peut vraiment les applaudir, oui. Et vous restez parmi nous pour la deuxième partie de ce débat empathique. Et pour vous rejoindre, vont vous rejoindre Amélie Coll, consultante chercheur chez Vertigo Lab, spécialiste du biomimétisme, diplômée du double master sciences et politiques de l'environnement à Sciences Po Paris en partenariat avec l'université de Pierre et Marie Curie. Amélie, merci de rejoindre la scène et je vais vous donner un micro pendant que j'appelle Susana Fernandez. Merci. Susana Fernandez, vous êtes professeure associée, directrice de la nouvelle chaire partenariale en biomimétisme à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, l'UPPA. Vous êtes spécialisée dans l'étude des polymères naturels. Merci de nous rejoindre également. Et j'appelle Véronique Angers de Fribert, la présidente et fondatrice du Forum Changer d'air, qui va lancer et animer cette deuxième partie du débat empathique. Merci Éloi. Merci à tous. Alors, avant de passer à cette seconde partie, j'aimerais déjà remercier Michel Venat, le maire de Biarritz, de nous accueillir dans sa belle ville, qui est aussi la ville de cœur de Joël de René. Merci aussi beaucoup à Jean-Paul Mazoyer, le président de Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, qui est partenaire de cette émission ce soir et qui nous permet de faire cette émission pour la première fois en région, pour le Forum Changer d'air, donc à la Cité de l'Océan, qui est un endroit absolument magique. Scrute la nature, c'est là qu'est ton futur, disait Léonard de Vinci, dont on fête le 500e anniversaire cette année. Donc s'inspirer du vivant, des plantes, des animaux, c'est une idée géniale, et c'est l'idée géniale du biomimétisme. Donc pour certains, certains préfèrent parler en fait de bio-inspiration. Peut-être parce qu'au lieu de dominer la nature, pour une fois, on essaie de la comprendre, de s'allier à elle, donc de s'inspirer d'elle. Donc appliqué à l'énergie, à l'agriculture, à l'écologie, à l'économie, enfin à toutes les disciplines finalement, on voit que le biomimétisme est extrêmement inspirant et ouvre de nouveaux champs de réflexion. Donc on va voir tout à l'heure avec Susana, Amélie, on va apporter un éclairage, je m'assois, hein, j'en profite. On va apporter un éclairage un petit peu complémentaire à cette discussion tout à fait passionnante. Donc, je vais démarrer cette partie avec Susana et j'aimerais beaucoup que vous nous expliquiez ce que vous allez faire dans cette chaire Manta. Alors, qu'est-ce que la chaire Manta? Et puis, comment vous allez travailler, en quoi vont consister vos recherches et pourquoi c'est important aussi pour Biarritz et la région Aquitaine. Donc, bonsoir à tous. Et tout d'abord, merci Véronique pour cette introduction et aussi pour cette honorable invitation à faire partie et à partager, ravie de partager ce moment avec vous tous ici. Et donc, si vous me permettez, avant d'aller vers qu'est-ce que sont les missions et tous les enjeux, qu'est-ce que c'est la chaire Manta, je voudrais tout d'abord faire raconter un peu l'histoire de cette chaire qui va à l'encontre de ce que monsieur le maire de Biarritz a dit au début de cette émission. Donc, en fait, j'ai eu trop de la chance avec cette chaire. Je suis arrivée à l'Université de Pau et de Pays d'Adour en 2017 avec un projet ANR pour 18 mois. Et donc, j'ai eu la chance qu'en 2017, c'était l'année que l'Université de Pau et de Pays d'Adour, donc le PPA, elle a reçu le label ICIT, qui fait partie du label Investissement d'avenir, avec le projet E2S, donc, qui signifie Solutions pour l'énergie et l'environnement. Donc, dans la thématique aujourd'hui de la transition énergétique et environnementale. Et donc, avant, le grand objectif de ce projet ici, en fait, c'est de tourner, de faire plus visible l'université française à niveau recherche et aussi formation,
et à l'échelle internationale et pour faire la France compétitive par rapport à certaines thématiques. Donc avec l'Université de Pau et de Pays d'Adour, c'est l'environnement énergie, comme j'ai dit. Et donc, je venais tout d'arriver. Et avec ce projet E2S, il a toujours l'opportunité pour le chercheur et enseignant-chercheur d'université de monter de projets. Donc, on a différents dispositifs. Et un des projets, c'est des chaires partenariales. Et donc, j'ai monté en collaboration avec d'autres collègues et de partenariats des collectivités et privées, la chaire MANTA. MANTA, ça signifie Marine Materials, donc matériaux marins. Donc, passons maintenant à l'objectif de cette chaire. Donc, le grand objectif de la chaire MANTA, c'est de développer des matériaux durables, mais des matériaux qui sont, comme on parle depuis tout à l'heure, bio-inspirés de la mer, de l'océan, donc bio-inspirés marins. Mais ces matériaux, ils vont avoir quelque chose de spécial en fait. On ne veut pas continuer à produire des matériaux qui vont avoir un grand impact sur nos océans. On veut développer des matériaux qui vont avoir un faible impact sur l'environnement marin. Donc c'est ça le grand objectif de la chaire MANTA. Et donc pour ça, on a différentes missions. Et une des missions, en fait, c'est des chercheurs, c'est de regarder le milieu marin, de regarder. Donc, à tout à l'heure, vous parlez soit de concepts, de matériaux ou de concepts. Nous, on regarde surtout les organismes marins et on va identifier donc de fonctions, de propriétés, de structures, d'architecture de ces organismes marins pour développer nos matériaux. Donc, dans le biomimétisme, il a cette première partie, en fait, c'est la plus simple. C'est d'observer la nature, identifier les propriétés qui nous intéressent et de le comprendre. Donc, l'observation et l'identification, c'est facile. On a plein de phénomènes extraordinaires de fonctions dans la nature, dans le milieu marin. En plus, comme disait quelqu'un que je connais, j'ai rigolé beaucoup quand elle m'a dit ça, elle a dit il a plein et c'est gratuit. Et en plus, avec la nature, on n'a pas de problème de propriété intellectuelle. Voilà, c'est là, on va, on regarde, on observe. Et voilà. Et elle avait tout à fait raison. Elle a tout à fait raison. Donc ça c'est une chose. C'est la première partie de mission de MANTA, c'est d'observer pour réussir à résoudre aussi des défis socio-économiques qu'on a aujourd'hui à travers le matériau. Et l'autre partie, la plus compliquée, non, avant la plus compliquée, donc comme je disais, c'est comprendre. Mais aujourd'hui, heureusement, dans la science, on a des technologies, des équipements qui nous aident à comprendre ce phénomène, ces fonctions. Et voilà, l'autre partie, la plus compliquée, c'est d'imiter la nature, c'est de reproduire donc, ce que la nature, elle fait. Alors, c'est une petite question qui me vient à l'esprit en vous écoutant, en vous remerciant pour ce que vous venez de dire, c'est la kétine. Oui. La kétine est plus répandue dans les mers que le bois sur la Terre. Oui. C'est un produit biodégradable, Oui. c'est un produit avec lequel on peut faire plein de choses, on en fait déjà des pansements. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas aller encore plus loin avec la kétine? Et je travaille avec la kétine depuis 10 ans, je suis ravie. Mais on en parlera après quand je Et quand on voit ce que l'on jette, quand dans les restaurants, il y a des poubelles pleines de kétine, c'est les crustacés, les langoustes, tout ce qu'on a mangé, c'est un matériau abondant dont on ne fait rien. Oui. On dit même que, comme vous disiez, que peut-être il a plus de kétine dans la mer que de cellulose dans... De bois dans la terre. Oui, tout à fait. Vous travaillez dessus? Oui, depuis 2 ans. C'est complètement biodégradable en plus. Oui, du biodégradable, donc dans le milieu marin. Mais plus intéressant, et moi je prends ça pour mes recherches, c'est qu'elle est biodégradable dans le corps humain. Ah voilà, donc c'est vraiment un produit fondamental pour le futur. Pour tout qui est application biomédicale.
Non, pas directement, non. Vous allez nous parler de ce que vous faites tout à l'heure. Elle nous en parlera tout à l'heure, mais Joël est toujours prompt à passer le micro à tout le monde. Donc, je vais vous laisser terminer. Susanna, peut-être vous vouliez parler aussi de l'effet qui pouvait être contre-productif aussi, d'inventer des matériaux qui imitent la nature et de se servir dans la nature de matériaux qu'on peut épuiser aussi. Parce qu'on disait tout à l'heure, c'est gratuit, mais le problème du gratuit, c'est que justement, on croit que ça n'a pas de valeur. Or, ça en a beaucoup dans la nature. Oui. Donc, on trouve beaucoup de matériaux. Et donc, un des objectifs aussi de la chaire Manta, c'est la valorisation, en fait, de coproduits de la pêche. Donc, pour ça, on travaille en collaboration avec le comité de pêche de Pays Basque et de Landes. Donc, dans tout qui est la valorisation de coproduits et aussi la pêche durable. Parce que c'est un concept aussi que c'est important pour moi. Ça serait pour moi hors de question que dans mes recherches que j'ai fait aujourd'hui, bien que des fois on est un peu enduit à ça, mais pour le moment, je peux dire que voilà, ça serait hors de question pour moi de travailler avec de produits, de matériaux qui viennent de la nature, dans ce cas-là de milieux marins, qui ne soient pas d'une pêche durable ou qui sont de coproduits. Aussi, on travaille aussi avec des espèces en fait qui viennent souvent dans les filets de pêcheurs, qui n'ont aucune valeur commerciale aujourd'hui. Souvent sont utilisées pour l'alimentation animale, en fait, pour faire la fermentation animale, mais qu'elles sont pleines, en fait, de valeurs ajoutées, parce que, par exemple, si on pense à la peau de poisson, on peut trouver du collagène, par exemple, qu'on peut extraire, et on sait aujourd'hui l'importance qu'il y a dans le médical. Donc, j'étais en train de décrire un peu la mission de Manta, et donc j'arrivais aux côtés de reproduire la nature. Mais maintenant, en fait, on ne s'arrête pas là. On ne s'arrête pas, on va faire de matériaux durables. On veut voir quel est l'impact de ces matériaux après. Donc, soit dans la santé humaine, parce que comme je disais, on fait aussi beaucoup de recherches dans tout qui est biomédecine, mais aussi l'impact que ces matériaux-là ils vont avoir dans le milieu marin. Donc, dans Manta, bien sûr, c'est un projet, donc on était un peu censé à limiter notre espace, mais bien sûr, ça faisait tout le sens pour nous de faire ces recherches d'impact sur l'environnement marin. Donc, voilà, ça, c'est le principal objectif de Manta. Et bien sûr qu'on a beaucoup d'enjeux, donc il y a l'enjeu scientifique. Ça veut dire de comprendre, donc de comprendre les propriétés, les fonctions de ces organismes marins. On a aussi le développement de matériaux et de procédés aussi durables, la découverte de nouvelles molécules. On envisage ça aussi, voilà. Et on a des enjeux socio-économiques et environnementaux. Et à cause de ça, donc voilà, on a notre partenaire. Donc maintenant, je voudrais décrire un peu et profiter pour vraiment remercier mes partenaires parce que sans eux, je ne serais pas ici aujourd'hui. Donc d'abord, profiter le support de la mairie de Biarritz, surtout avec ce nouveau bâtiment qu'on espère d'ici à 2 ans, on va voir nos recherches qui se passeront dans ce joli bâtiment bien inspiré. On a donc des partenaires fondateurs de la chaire Manta. On a des collectivités, donc bien sûr le grand partenaire c'est E2S OPPA, les communautés d'agglomération de Pays Basque, la région Nouvelle-Aquitaine, le comité de pêche de Pays Basque et Landes, et comme partenaire privé, donc on a 2 aussi fondateurs, donc très important pour nous, bien sûr. Donc c'est le laboratoire de Biarritz, qui c'est une compagnie de cosmétiques, et LISE, qui c'est un laboratoire d'études d'entropie sous-marine. Donc voilà, ça c'est les objectifs et les enjeux. Merci beaucoup, Susanna. Alors, avant de vous faire réagir
Joël et Yves, et de poursuivre la discussion tous ensemble, j'aimerais passer la parole cette fois à Amélie Coll, qui va nous parler aussi des enjeux économiques, parce qu'Amélie a participé au rapport réalisé par Vertigo Lab, puisqu'elle est consultante et chercheur chez Vertigo Lab, concernant le développement du biomimétisme d'un point de vue économique pour la région Aquitaine notamment. Donc au-delà du rêve et du concept, comment vous allez impliquer les entreprises concrètement pour qu'elles démarrent des projets dès maintenant? Merci. Donc, bonsoir à tous et merci pour l'invitation. Donc, en effet, c'est un enjeu important du biomimétisme aujourd'hui parce qu'on sent un engouement qui est croissant autour du sujet parce que c'est un sujet passionnant, on l'a vu, et qui apporte des solutions en termes de durabilité, d'efficacité qui répondent à des enjeux particulièrement prégnants actuels. Mais on a encore du mal, il y a beaucoup de chemin encore à parcourir pour réussir à mobiliser largement autour du sujet et pour que la thématique infuse, disons, dans la sphère économique. Et donc auprès des acteurs économiques, mais pas que, auprès des acteurs académiques et institutionnels aussi. Et donc pour répondre à ça, il y a différents leviers, j'en verrai 3. Tout d'abord, il faut favoriser la diffusion et l'appropriation des connaissances. C'est un travail auquel s'attelle le CBIOS que M. Venac mentionnait tout à l'heure, qui fait un énorme travail de sensibilisation sur la thématique. Après cette première phase de compréhension du sujet, vient ensuite son utilisation. Et c'est souvent là en fait qu'apparaît le premier blocage, parce que des fois le biomimétisme peut paraître simple, il suffit d'aller regarder dans la nature, mais en fait non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Par quel bout prendre les choses, comment trouver une idée. Souvent on compare le biomimétisme à une immense bibliothèque, mais comment aller trouver ce modèle-là qui sera pertinent pour développer une innovation. Donc c'est vraiment ce premier enjeu-là. Et donc pour répondre à ça, il y a un vrai enjeu d'accès à l'information, de création d'outils de recherche, de formalisation aussi de l'information. Donc déjà des outils qui existent, comme Ask Nature par exemple, qui est assez connu. Il y a des chercheurs aussi qui travaillent sur ces méthodologies d'aide au développement de solutions biomimétiques. Mais c'est quelque chose sur lequel il y a encore beaucoup de travail à faire, et c'est lié aussi au caractère interdisciplinaire du biomimétisme, qui est confronté un peu à notre fonctionnement en silo aujourd'hui en France. Et c'est important que les chimistes discutent avec les biologistes, mais aussi que les ingénieurs discutent avec les chercheurs. Et ça amène un autre enjeu clé du biomimétisme aujourd'hui, qui est ce passage entre la recherche fondamentale et le monde industriel. On parle souvent de cet écart entre le niveau 3 et 6 sur l'échelle TRL, qui est une échelle utilisée en innovation, et en fait qui est l'écart entre le niveau d'aboutissement d'une application développée par des chercheurs et le point de départ de développement d'un produit par le monde industriel. Et c'est ce gap-là, en fait, c'est cet écart qui est très difficile aujourd'hui à combler et pour lequel il faut des financements, il faut de la mise en relation d'acteurs. Et donc ça m'amène aussi à mon second levier, qui est de mettre en lumière les bénéfices du biomimétisme. Montrer en fait que ça fonctionne tout simplement. Donc ça passe par des démonstrateurs, par des projets de pilote, des exemples de réussite, on en a ici et il en existe de plus en plus. Mais effectivement, il y a un volet économique qui est important et qui est assez souvent, dont on parle peu en fait, parce qu'il existe peu de chiffres encore aujourd'hui, et qui pourtant est crucial parce que cette phase de R&D biomimétique coûte encore très cher aujourd'hui, parce que ça prend du temps que d'aller trouver ces exemples dans la nature, de s'en inspirer, de développer des solutions. Et donc c'est souvent un frein au déploiement du biomimétisme. Et donc en fait, la région de Nouvelle-Aquitaine nous a posé cette question, qui était quel est le potentiel de développement du biomimétisme et quelles sont ses retombées socio-économiques potentielles attendues. Et donc à Vertigo Lab, on s'est penché sur le sujet en s'intéressant tout d'abord à cette méthodologie d'innovation du biomimétisme, en essayant de qualifier l'influence que cela pouvait avoir sur 4 secteurs en particulier, qui sont la chimie, l'agriculture, l'océan et le bâtiment, à travers les gains en termes d'énergie, les économies en termes de matières premières, les gains de temps et les économies de déchets. Donc on a fait tourner ça dans un modèle économique et on a abouti aux résultats suivants, qui sont que si un quart des entreprises néo-aquitaines adoptaient une démarche biomimétique,
on pourrait attendre des résultats de l'ordre de plus de 500 millions d'euros de PIB de retombées et plus de 5600 emplois créés donc à l'échelle néo-aquitaine. Donc ce sont des ordres de grandeur, hein, très clairement, mais ça permet d'apporter des premiers arguments économiques aux décideurs. Et troisième levier, c'est l'accompagnement au changement. Donc parce que, évidemment, il y a ce financement de cette phase de recherche, mais au-delà du financement, il y a aussi donc, la formation, la mise en relation de personnes, et c'est aussi quelque chose à quoi s'attelle le CBIOS, à nouveau pour les mentionner, parce que c'est un acteur clé vraiment, et puis du territoire aussi. Et pour en profiter, le CBIOS organise des groupes de travail sur le territoire en Nouvelle-Aquitaine, et le prochain aura lieu à Anglet le 21 juin, donc si jamais il y a des personnes qui sont intéressées, parce que ça passe par ça aussi, par ces rencontres entre les personnes. Et donc cet accompagnement, c'est aussi donner les moyens, en fait, tout simplement à ces acteurs économiques de s'approprier le sujet et de s'investir dedans. Et c'est, je crois, ce que fait la région, la communauté d'agglomération Pays Basque et aussi la ville de Biarritz. Et pour finir aussi là-dessus, en fait, on a déjà beaucoup d'acteurs qui existent et qui travaillent sur les sujets, mais souvent il y a besoin de ce coup de pouce, on va dire, pour pouvoir passer à l'action. Merci beaucoup. Alors Joël est prêt à réagir. Je pense qu'il y a des mots qui vous plaisent beaucoup. Interdisciplinarité. C'est vraiment très important ce qui vient d'être dit. C'est vraiment passionnant parce que ça montre que la bio-inspiration pour les organisations peut catalyser l'innovation. Et comment la bio-inspiration, c'est-à-dire des organisations qui sont faites autour du partage de l'information et pas seulement de la conservation de l'information pour des brevets ou pour la compétition des uns contre les autres, peut favoriser l'innovation. Alors on s'est aperçu en biologie et aussi dans l'approche systémique, ce qu'on appelle l'approche systémique qui étudie les interdépendances en des facteurs très complexes, les réseaux de communication et l'évolution de ces réseaux entre eux, dont la biologie est un inspirateur, bio-inspirateur, c'est que finalement, l'émergence de propriétés nouvelles, comme l'innovation, ne résulte pas des propriétés de chacun des constituants du système, mais de l'interaction des éléments entre eux. C'est de l'interaction que naît l'émergence de propriétés nouvelles, et pas seulement des propriétés de chacun des éléments constituants. Donc c'est une idée bio-inspirée qui peut conduire beaucoup d'entreprises et d'organismes publics à créer les conditions qui catalysent la montée des systèmes innovants. Pas seulement d'une innovation, mais de systèmes innovants qui sont résultants eux-mêmes de systèmes comme Internet ou le GPS d'une voiture. Ce n'est pas une innovation, ce sont des sous-systèmes innovants. Pour le GPS de la voiture, il y a le satellite avec une fréquence que votre voiture comprend à passer d'à côté, l'écran tactile et le chatbot qui vous parle. Donc, je crois que ce qui est important, c'est de comprendre que c'est les interactions entre des éléments fondamentaux qui font émerger les innovations. Et ce n'est pas seulement les propriétés de chacun des éléments. Si on ne les met pas en interaction, il ne se passe rien. Et vous l'avez très bien dit. Oui, complètement. Effectivement, je pense que c'est essentiel et c'est l'objectif aussi de cette chaire et de ce pôle de biomimétisme marin. Et je rebondis sur cette idée de niveau systémique. C'est vrai que dans le biomimétisme, souvent, on parle du biomimétisme de forme et de matériaux parce qu'on va s'inspirer de la forme de la nature ou du matériau. Et il y a aussi ce troisième niveau qui est plus systémique où on va s'inspirer de la manière de fonctionner en fait, d'un écosystème ou d'un organisme. Et il y a de plus en plus d'équipes de recherche qui travaillent là-dessus et même des entreprises déjà qui s'y intéressent pour, par exemple, appliquer ces leçons qu'on peut tirer de la nature dans le management avec, par exemple, des principes qui vont être avoir des boucles de rétroaction, des retours comme ça constants, très fréquents, avoir ce qu'on peut trouver dans la nature une espèce clé ou une espèce pivot, et donc essayer de reproduire ça avec cette idée effectivement de connexion et d'interconnexion. Très bien. Et vous voulez peut-être ajouter quelque chose, réagir aux propos des uns et des autres? Alors moi j'avais une question donc sur est-ce que la chaire Monta va aussi faire de la formation puisque je crois que c'est un enjeu majeur. Dans mon parcours, moi d'ingénieur, il n'y avait absolument pas ça comme matière. Est-ce que Oui, c'est une très bonne question. Et oui, bien sûr, c'est quelque chose qui est en marche en fait. Donc, c'est aussi ça vient dans le cadre de ce grand projet que l'Université de Pau et de Pays d'Adur amène. Donc, c'est un master en biomimétisme. Donc, pas que biomimétisme marin,
mais le biomimétisme à une échelle beaucoup plus large. Donc voilà, il a ce master-là. Et bien sûr qu'après, dans nos recherches et dans la chaire Manta, on a des étudiants, des doctorants, donc, qui vont être aussi formés dans le biomimétisme, là plutôt au biomimétisme marin. Et donc pour ça, c'est important aussi quand Amélie elle a parlé de toute cette diversificité. Donc nous, dans notre équipe, on essaye aussi d'avoir que les chercheurs ils sont de différents domaines de la science en fait. Donc dans la chaire, il y a des personnes, des chimistes, des biologistes, des biochimistes, des écologistes, parce que d'ingénieurs, parce que la communication entre toutes ces personnes de profils complètement différentes, où on va pouvoir arriver à avoir des réponses aux questions qu'on a. Merci, parce que moi je suis très intéressé. Joël parlait de mon catamaran hydroplaneur. On va le transformer en laboratoire de la mer, un peu pour essayer d'une part l'attraction par kite qu'on développe chez Beyond the Sea, mais aussi toute la chaîne énergétique en produisant l'électricité nécessaire pour piloter ce kite par des systèmes bio-inspirés. Tu as certainement entendu parler de la turbine ADVTech. Et on serait très intéressé d'avoir une approche avec la chaire Manta pour embarquer des jeunes étudiants qui veulent donc nous apporter leur savoir-faire et puis essayer d'imaginer donc les solutions de demain pour tracter les bateaux ou autres, puisque on sera au milieu de l'eau, on viendra ici à Biarritz avec le bateau. Ça sera avec de grands plaisirs. Tout ce qui concerne le côté matériaux, composites, on est là. On est ouvert à tout ça. Super. Formidable, il y a des rencontres efficaces. On va conclure. Alors, si vous avez encore un petit mot à dire, et puis Joël, pour la conclusion générale. Pour rebondir sur ce que disait Susanna au début, je pense que c'est important effectivement de dire que il faut s'inspirer du vivant pour le vivant et faire attention à pas tomber dans des innovations qui vont pouvoir avoir un côté contre-productif. Et c'est pour ça que c'était important aussi que tu le précises tout à l'heure. Et ce qu'on voit souvent, c'est l'exemple qu'on entend souvent de ces abeilles robots. Et du coup, on se dit, est-ce que vraiment on va en arriver là à se retrouver avec des abeilles robots qui vont faire le travail à la place de nos abeilles? Donc il faut garder ça en tête, je pense. Joël, le mot de la fin? Oui, là, en conclusion, je voudrais parler du management bio-inspiré. Qu'est-ce que j'entends par ça? J'entends par ça que de plus en plus, dans les organisations publiques et les organisations privées, on parle de structures cellulaires. On est fait d'éléments en interdépendance dans un réseau coévolutif. Et le terme que je voudrais employer pour ce management bio-inspiré, il vient vraiment de la biologie et de la chimie, c'est le management catalytique. Alors, je dois m'expliquer sur ce terme un peu bizarre. D'ailleurs, il commence à être enseigné à Harvard Business School, Catalytic Management, et à l'INSEAD, près de Fontainebleau. Le management catalytique, ça veut dire qu'on ne programme pas les gens du haut de la pyramide, on les programming and control, on les programme et on contrôle s'ils font ce qu'on leur a demandé. Non, on crée des conditions catalytiques pour que les gens aient les ressources financières, humaines et technologiques pour résoudre les problèmes qui se posent à eux à l'endroit où ils sont. Et de manière à faire en collaboration émerger ce qu'on appelle l'intelligence collaborative. Ce management catalytique, il est vraiment bio-inspiré. Parce que si on constate et on regarde que nos structures que nous avons construites sont comme des structures cellulaires avec des éléments interdépendants, comme je viens de lire, dans un écosystème, c'est à la fois un réseau et un système. C'est-à-dire que chaque nœud de l'écosystème influe sur la destinée de l'écosystème qui, en retour, influe sur la destinée de chacun des nœuds. Et la capacité des uns et des autres à agir à l'intérieur, c'est la catalyse. La catalyse, de mettre en place les conditions, comme je viens de le dire, économiques, techniques et humaines, pour que les problèmes se résolvent à l'endroit où ils sont. Donc je crois que l'avenir, à la fois pour l'industrie et pour le politique, de management efficace, c'est la catalyse qui permet de donner aux gens les moyens,
en commun de changer les choses sans avoir à trop modifier l'environnement, à le bouleverser, dans le cadre d'une économie circulaire ou qui s'auto-alimente d'elle-même, dont les déchets d'un un peuvent servir comme matière première pour les autres. Donc vous voyez que la biologie bio-inspirée va jusqu'à l'économie, au management des sociétés, et peut-être à la politique qui ne l'a pas encore vraiment intégrée. Merci beaucoup, merci à tous les quatre. C'était tout à fait passionnant. Je repasse le micro à Éloi. Merci beaucoup. Merci à tous, vous êtes vraiment passionnants. Il me reste juste effectivement à finir cette émission, à vous demander de prendre votre cahier de texte ou de prendre votre smartphone, d'ouvrir sur l'appli Agenda, de noter la prochaine émission qui est le 28 mai, une émission qui verra il y a un dialogue entre notre parrain Joël de Ronet et le philosophe Charles Pépin. Et le 12 juin, évidemment, le 12 juin, c'est la 7e édition du Forum Changer d'air à la Cité des Sciences et de l'Industrie de Paris, et en direct sur toutes les plateformes, bien sûr, et sur tous les podcasts, sur le thème de la conquête. Nous remercions chaleureusement Jean-Paul Mazoyer et le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne. Merci pour leur soutien. Merci également Biotix, les dialogues stratégiques et du lien et du sens. Cette émission a été préparée, organisée et proposée par Véronique Angers de Fribert, présidente fondatrice du Forum Changer d'air, et réalisée par GD Carré et Triple C. Merci à tous et à tout de suite sur les réseaux.